Et on s'est rendu compte également que les gens qui devenaient patients sur Psynergie, c'était des personnes qui ne seraient jamais allées chez le psy en présentiel. Bienvenue dans Minds and Machines, le rendez-vous de la technologie au service de la santé mentale. Animé par Arnaud Bressot, développeur IA et passionné de psychologie. Rejoignez-nous à chaque épisode pour découvrir des innovations, des spécialistes et des histoires inspirantes. Aujourd'hui, épisode avec Delphine Pi, créatrice de Psynergie et pas que. Au programme de sujets phares, rendre plus accessibles les soins et dédramatiser la santé mentale. Eh bien, bonjour Delphine, bienvenue dans le podcast. Bonjour Arnaud, merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux un peu te présenter, nous parler de ce que tu fais ? Alors Delphine Pi, je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, également en hypnose médicale. Je suis sur les réseaux sociaux pour faire de la prévention, de la sensibilisation, notamment auprès des jeunes. Et j'ai créé une application de psychothérapie par chat vidéo. Ok, alors est-ce que tu peux peut-être revenir sur l'hypnose, ce que c'est, à quoi ça correspond ? Alors l'hypnose, c'est un outil thérapeutique qui permet en fait d'accompagner son patient pour atteindre un niveau de conscience modifié. Cet état de conscience modifié, en fait, on le vit tous les jours de manière naturelle. Et lorsque l'on est accompagné par un thérapeute dans cet état de conscience modifié, on peut ensuite s'en servir à des buts de relaxation ou de thérapie. Donc du coup, tu as créé Psynergie. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce qui t'a poussé peut-être à créer cette entreprise ? Alors, c'était en 2017, j'étais enceinte et j'ai accompagné une patiente en cabinet qui souffrait d'un mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas parler dans certaines situations sociales. Donc, par exemple, au lycée, elle ne pouvait pas parler, dans les lieux publics, c'était compliqué, dans les magasins, etc. Et avec moi en séance, elle ne pouvait pas me parler non plus en début de thérapie. Donc elle venait accompagnée soit de sa mère, soit de son compagnon. Mais c'était pas très satisfaisant parce que du coup, elle était obligée de retourner dans la salle d'attente ou de parler à l'oreille de son accompagnant. Et c'était vraiment très difficile finalement d'accompagner cette patiente. Et on avait essayé tout un tas de stratégies, de passer par de l'écrit en direct, en cabinet, etc. Et à l'époque, en fait, la visio, ça se faisait pas trop pour la psychothérapie, mais je lui ai proposé une séance donc en visio. Alors, ça a été un échec, elle n'a pas réussi à me parler non plus, mais en fait, assez naturellement, dans le chat de la visio, elle a commencé à écrire. Donc, elle écrivait, et moi, je lui répondais en direct, en vidéo. Et après, j'ai eu mon congé maternité, donc voilà, j'ai été un peu en pause professionnelle pendant quelques mois, et ça a fait un peu son chemin. Et je me suis dit que oui, il y avait plein de patients qui avaient des difficultés à s'exprimer en face à face, soit à cause de leurs problématiques, soit par la peur d'être jugés ou la peur d'aller voir un psy tout simplement. Et il y avait aussi beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, pour qui c'était vraiment compliqué de trouver également un psy dans leur région, ou même les délais d'attente, etc. Et je me suis dit que finalement, la psychothérapie comme ça de manière asynchrone, ou en tous les cas de manière écrite, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Donc je me suis beaucoup renseignée sur ce qui existait déjà, notamment la textothérapie, qui était utilisée pour tout ce qui était aide à l'arrêt du tabac ou dépendance. Et donc j'ai commencé à imaginer une application qui fonctionnerait de cette manière-là, donc totalement de manière asynchrone. Ok, et du coup, c'est quelque chose qui peut s'utiliser indépendamment d'autres pratiques, ou il vaut mieux que ce soit accompagné d'autres choses ? Alors non, c'est une thérapie à part entière. En fait, au lieu d'avoir une séance de 45 minutes tous les 15 jours ou tous les mois ou toutes les semaines avec son psy, là, l'idée, c'est que chaque jour, on a un échange avec son psy. Donc le patient, lui, il peut écrire quand il veut dans le chat et il peut envoyer des notes vocales, des notes vidéo. Et son psy, chaque jour, lui fait un retour vidéo, peut lui prescrire des exercices, des questionnaires, des outils et en fait l'accompagner au quotidien. Et on est finalement un peu entre le coaching et la psychothérapie. Et on est vachement plus dans le quotidien de son patient. Et ça permet en fait d'aller plus vite sur certaines problématiques et aussi de pouvoir adapter les exercices. Moi, des fois, j'étais frustrée, par exemple, quand j'accompagnais quelqu'un pour une phobie. On faisait ce qu'on appelle une échelle de la peur, donc pour s'exposer progressivement aux situations anxiogènes. Et des fois,
on avait peut-être mal créé cette échelle de la peur. Voilà, on tâtonne, c'est assez subjectif. Et 15 jours après, à la séance suivante, le patient pouvait me dire, ah bah là, c'était trop facile ou c'était trop difficile. Et donc, en fait, on avait perdu, entre guillemets, 15 jours d'exercice. Là, en fait, quand je prescris un exercice à mon patient, dès le lendemain, il le met en place ou le surlendemain. Et tout de suite, il peut me faire un retour. Moi, j'ai le retour directement dans l'application. Je vois à quel niveau était son anxiété, combien l'exercice a duré en termes de temps. Et je peux tout de suite ajuster. Donc, ça permet, en fait, d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide sur les prises en charge comme ça, très, je dirais, techniques, comme les phobies ou les TOC. Ok. Et du coup, donc, ça fait combien de temps que ça existe? Parce que je pense que tu as eu des premiers retours qui te permettent de dire que ça fonctionne, que c'est encourageant comme pratique. Alors, j'ai fait déjà une POC en 2018. Donc, PUB qui signifie Proof of Concept, c'est juste pour vérifier que le concept fonctionne. Exactement. Et j'ai suivi comme ça, de manière bénévole, une petite centaine de personnes sur une prise en charge vraiment très spécifique, donc les phobies, pour bien délimiter en fait déjà pour pas partir dans tous les sens. J'ai pris une stagiaire qui a permis également de tester s'il y avait bien une alliance thérapeutique qui se créait. Donc l'alliance thérapeutique, c'est vraiment cette relation de confiance qui se crée entre le patient, son psy, le psy, son patient. Donc, c'est vraiment un rapport de collaboration. Et on a voulu tester, valider le fait que ce type de thérapie permette bien la mise en place d'une bonne alliance thérapeutique parce qu'on sait que c'est un élément essentiel pour la réussite de la psychothérapie. Donc, ce qui a été le cas. Et on a comparé des résultats de phobie en cabinet et des résultats finalement de phobie sur l'application. Ça a montré de bons résultats, même pour la phobie plus rapide qu'en cabinet. Et une fois qu'on a bien validé tout ça, on a lancé la version commerciale, c'était en 2020. Ok, donc en plein pendant le Covid finalement. Juste après, ouais. Ok. Et donc du coup, donc ça fait 3 ans que, bon, un peu plus, que ça vit. Et qu'est-ce que ça donne du coup? Quels sont les résultats pour toi? Alors les patients sont satisfaits, sont contents. On a aujourd'hui une trentaine de psys qui travaillent sur Psynergie. Et côté psy, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau parce que ça amène de la flexibilité dans la pratique. Moi, en tant que psy, des fois, j'étais un peu contrainte par mon planning, en fait. Autant on est en libéral, on fait ce qu'on veut, c'est vrai, mais une fois que le planning est fait, il est fait à peu près un mois à l'avance, on peut plus bouger, quoi. C'est figé. Si un jour on est un peu, je sais pas, on a un peu moins la forme, on a notre planning, on y va, quoi. Et là, avec Psynergie, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant et qui n'existait pas dans le métier de psy, c'est apporter cette flexibilité. C'est-à-dire, si ce matin j'ai pas la forme, je vais peut-être faire 1 heure de sport ou de méditation, et finalement, je répondrai à mes patients plus tard dans l'après-midi. Comme tout se fait de manière asynchrone, j'ai pas de contrainte de rendez-vous, en fait. Donc ça, je trouve que ça apporte une sacrée nouveauté au métier de psy. Et moi, je voyage beaucoup en van. Et c'est vrai que l'été, quand il fait chaud, je télétravaille dans les montagnes. Et c'est une liberté de pratique qui est hyper intéressante. Et du coup, au niveau des psys qui sont derrière, enfin, c'est quoi l'organisation derrière? Parce que moi, je vois ça plutôt comme quelque chose peut-être d'intrusif. Moi, je pense que j'aurais un peu de mal si mes clients pouvaient me solliciter n'importe quand. Alors, ils peuvent pas solliciter n'importe quand. C'est-à-dire que autant le patient, lui, il peut écrire n'importe quand dans le chat. Et tu vois, en ce moment, j'ai un patient qui, par exemple, est inversé en termes de rythme jour-nuit. Donc, il m'envoie ses messages à, 2h, 4h du matin. Et moi, j'y réponds le lendemain. Moi, je me connecte, 1 à 2 fois par jour sur l'application pour répondre à mes patients. Mais comme c'est asynchrone, en fait, on n'a pas de réponse immédiate. C'est-à-dire le patient, il écrit à 2h du matin. Moi, je lui réponds, disons à 10h du matin. Et c'est un peu comme les conversations WhatsApp, tu vois, qu'on peut avoir avec sa famille. On envoie un message, on a une réponse, on envoie un outil. Donc, c'est quelque chose qui est complètement libre en termes d'utilisation pour le patient. Donc, et c'est assez intéressant parce que des fois, les patients, ils me disent « Ah j'ai déposé ça sur l'application, c'est sorti de ma tête, je sais que vous allez le lire plus tard. » Et en fait, c'est déjà aussi thérapeutique. Et le fait d'écrire également. Il y a beaucoup de gens qui me disent « En écrivant ce message pour vous, je me suis rendu compte que j'ai compris que… »
Donc le fait de synthétiser, tu vois, de faire cet effort d'écriture, donc forcément on est obligé de résumer un peu dans sa tête avant d'écrire, c'est déjà thérapeutique en soi. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, aujourd'hui, donc il y a 30 personnes qui sont derrière. Vous avez à peu près combien de patients, si c'est pas indiscret? Alors ça, j'ai pas le chiffre en tête parce que chaque psy en fait fonctionne comme il le souhaite. On a des psys qui utilisent l'application vraiment pour combler, je sais pas, des créneaux qui sont moins faciles à remplir ou le fait que on a toujours un patient qui peut annuler au dernier moment. Donc vraiment, il y a certains psys qui l'utilisent plutôt en complément et d'autres qui ont vraiment un mi-temps sur l'application Synergie, par exemple. Donc je pourrais pas dire combien en ce moment on a de patients en même temps parce que c'est très dépendant finalement de chaque psy. Mais du coup, en termes de disponibilité, il y a quand même ce truc-là de ça prend moins de temps d'aller voir Synergie plutôt que de prendre rendez-vous, ou d'utiliser d'autres applications alternatives? Alors, la semaine, les week-ends, bien sûr, les psys ne travaillent pas. Certains travaillent le samedi, mais en tous les cas, il y a 2 jours off dans la semaine. Mais la semaine, si un patient s'inscrit, dans la journée, il peut commencer sa prise en charge. Donc ça, c'est vraiment le gros plus de l'application. Ensuite, en termes de durée, c'est vrai qu'on observe sur des prises en charge, voilà, comme des phobies, des TOC, une prise en charge qui va être plus rapide qu'en cabinet, de par l'absence de délai en fait entre 2 rendez-vous. Et le fait que ça engage vachement plus le patient de recevoir ses exercices, de les faire directement dans l'application. Et du coup, souvent, on a moins cette difficulté en fait à faire rentrer le patient dans les exercices. Nous, en thérapie cognitive et comportementale, on est sur un rapport vraiment très collaboratif et assez scolaire. On donne des exercices à faire entre les séances. Il y a voilà, de l'auto-observation des pensées, des exercices de régulation émotionnelle, des exercices comportementaux. Et des fois, en fait, en cabinet, après la séance, en fait, le patient, il met 2-3 jours avant de repenser aux exercices qu'il a à faire. Et puis, des fois, il est pris par le temps, il oublie. Et au rendez-vous d'après, soit il a fait l'exercice qu'une ou 2 fois. Enfin, ça a été difficile pour lui, souvent, de s'engager dans cette thérapie et dans les exercices. Avec l'application, comme il y a une notification qui apparaît, c'est finalement plus simple d'y penser et peut-être plus facile aussi de suivre les progrès. Souvent, ce qu'on me dit également, c'est comme on fait, tu vois, des petites vidéos psychoéducatives, par exemple, comment fonctionne une attaque de panique, qu'est-ce qui se passe dans le corps, pourquoi. On a une vidéo qu'on envoie au patient quand il en a besoin, qu'on lui débloque au moment opportun. Et quand on sait que sur une séance de 3/4 d'heure, finalement, le patient, qu'est-ce qu'il va retenir? Il va retenir peut-être 5-10 minutes. Il peut pas tout retenir. Ça va lui permettre de pouvoir aller re-regarder cette vidéo quand il en a besoin. Et de la même façon, il peut re-regarder les vidéos d'échange avec son psy. Donc là également, ça permet de gagner du temps en fait sur la thérapie parce que ça va être quelque chose de beaucoup plus accessible. Et pour le patient, en fait, ça lui fait une boîte à outils accessible 24/24 où il peut aller retrouver les exercices et les choses dont on a parlé. Ouais, c'est ça que je trouve génial dans ce concept, c'est qu'il y a le côté périn de l'information qui se perd vachement quand c'est des séances hebdomadaires où c'est surtout à l'oral. Et aussi le fait d'avoir un suivi quotidien, je pense que oui, en effet, ça doit être bien meilleur pour le soin, quoi. Ça correspond pas à tout le monde, hein. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de ça. C'est surtout aussi pour les prises en charge, enfin les problématiques légères et modérées. Ça correspond pas à toutes les personnes, mais pour les personnes à qui ça correspond, c'est vrai que c'est une façon de consulter et qui n'existe nulle part ailleurs. Et on s'est rendu compte également que les gens qui devenaient patients sur Psynergie, c'était des personnes qui ne seraient jamais allées chez le psy en présentiel. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté de se dire, on rend accessible le soin en santé mentale à toute une partie de la population qui, sans ça, n'aurait jamais été voir un psy. Et ça, c'est chouette. C'est sûr que c'est super intéressant. Et du coup, petite question par rapport à ça, comment vous faites le matching entre vos patients et le personnel soignant disponible? Alors aujourd'hui, c'est le patient qui choisit son psy dans la liste des psychologues disponibles. Donc ils sont tous formés aux thérapies cognitives et comportementales, mais on a tous des formations complémentaires. Donc il y a une vidéo de présentation du psy, un texte de présentation également et des tags. Donc par exemple, moi je suis spécialisée dans les troubles anxieux. Donc je vais avoir le tag trouble anxieux généralisé, le tag phobie et les personnes qui
qui peuvent taper ce tag dans la barre de recherche, vont voir apparaître les psys qui correspondent à leur recherche. Ok, ouais, c'est super intéressant. Du coup, ça permet à la personne de faire son propre choix et peut-être d'être aussi acteur de son soin de cette manière-là. Tout à fait, et je trouve que la vidéo, elle est assez intéressante parce qu'elle permet tout de suite de se rendre compte un peu de la personnalité du psy, voilà, est-ce que c'est quelqu'un d'un peu doux, un peu directif? Finalement, on cherche pas tous la même chose chez son psy. Et la vidéo, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de se rendre compte. Après, c'est tout à fait possible pour le patient de changer de psy en cours de thérapie. Et là encore, il y a un avantage, que ce soit pour les vacances ou si on veut changer de psy. Eh bien, si le patient nous l'autorise, on peut redonner l'historique en fait des échanges au psy remplaçant ou au psy qui va continuer la prise en charge. Donc le patient, il n'a pas besoin en fait de tout reprendre, de tout réexpliquer. On va avoir tous les exercices qui ont déjà été faits, toutes les informations importantes qui ont déjà été données. Donc quand par exemple un psy prend 3 semaines de vacances l'été et que le patient a besoin d'une prise en charge pendant ce temps-là, hop, il peut y avoir très facilement un psychologue remplaçant. Et du coup, comment ça se passe en termes de financement? Est-ce que n'importe qui peut avoir accès à ça? Est-ce que c'est remboursé? Alors, les psychologues ne sont pas remboursés par la sécurité sociale hors dispositif, mais c'est aujourd'hui quand même minoritaire. Donc, après, certaines mutuelles peuvent rembourser les séances de psychothérapie, mais aujourd'hui, il n'y a pas de remboursement. Après, on a plusieurs types d'accompagnement sans engagement. Donc, on peut soit être accompagné à la semaine, soit être accompagné au mois ou au trimestre. Donc, à la semaine, c'est 35 €, pour te donner un ordre d'idée. Et si au trimestre, je crois que ça fait l'équivalent, de 25 € la semaine. Donc, après, le patient, il est très libre dans sa façon d'être suivi. Généralement, une fois que la psychothérapie est bien mise en place, il y a moins besoin de cet échange quotidien. Donc, le patient peut faire une semaine sur 2 ou une semaine par mois. Comme ça, il met en place tout ce dont on a parlé pendant la semaine de thérapie et on refait le point le mois d'après. Parce que l'idée, c'est pas de créer une dépendance à son psy, au contraire. Donc, on est dans une psychothérapie du quotidien pendant quelques semaines, quelques mois. Et ensuite, on accompagne l'arrêt de la psychothérapie, comme en cabinet finalement. Ok, ouais, je suis vraiment fan du concept. Je trouve ça très, très intéressant pour le côté périn, pour le côté quotidien. Et je pense que c'est un truc qui, j'espère, se développera. On laisse aussi la possibilité, après la thérapie, de garder toutes les informations dans l'application. Donc, le patient qui a arrêté sa thérapie, il a tout de même accès à tout son suivi, tous ses exercices, tous ses outils. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce choix d'ailleurs? Parce que c'est intéressant aussi ça. Je trouve que ça appartient en fait au patient, sa thérapie. Et en cabinet, moi, je donne beaucoup de PDF. Par exemple, j'ai construit au fur et à mesure des années plein de PDF sur tous les exercices, tous les outils. Et en fait, je leur envoyais souvent par mail ou je leur donnais en papier. Et pour moi, c'est assez évident qu'avec l'application, c'est la même chose. On donne de l'information, on donne accès au mécanisme, à la compréhension. Et pour moi, ça appartient au patient. Ok, donc encore ce côté persistance qui est super intéressant. On apprend vraiment au patient à mettre en place des stratégies, on lui apprend, on l'accompagne dans cette mise en place. Et après, l'idée, c'est qu'il se les approprie et qu'il devienne lui-même son propre thérapeute, en fait. C'est ça l'idée, de le rendre autonome dans la régulation de ses émotions, dans la gestion de sa problématique. Petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît et suggérez-moi des invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment. On reprend. Et du coup, si on revient un peu beaucoup en arrière, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier-là? J'ai toujours été hyper intéressée par les relations humaines, par l'humain, par le fait de comprendre. Alors mon père était psychiatre, je pense que ça aide aussi. Il parlait beaucoup de son métier. Moi, ça m'intriguait énormément. J'ai commencé les lectures de psychologie adolescente, mais j'étais vraiment en gros échec scolaire parce que je présente un TDAH et une dyslexie. Donc j'ai fait un bac technologique et la suite logique, c'était de partir en IUT, technique de commercialisation. Et en fait,
je me suis pas trop posé la question de la fac de psycho, puisque ça me semblait vraiment inaccessible à moi, à mes parents, à mes profs. Donc j'ai suivi un peu la ligne qu'on me donnait. Et à l'IUT, moi j'ai adoré tout ce qui était marketing. Mais vraiment, j'ai adoré ça. Comprendre, voilà, pourquoi quand on rentre dans un magasin, on va plutôt à droite qu'à gauche. Pourquoi telle couleur va faire plus acheter un produit. Moi, ça m'a passionné. Par contre, ce qui me plaisait moins, c'est d'utiliser ça pour vendre. Ça, c'était pas du tout mon truc. Moi, je suis pas une commerciale du tout. Je suis nulle là-dedans. Et donc, une fois que une fois que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai dit à mes parents, voilà, j'ai mon diplôme, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Maintenant, je recommence en première année de psycho, quoi. Et j'y suis retournée. Voilà. Et du coup, ça t'a plu directement Ah oui, oui. Ça a été vraiment, oui, quelque chose de passionnant. Et puis moi, j'adorais tellement ça. Je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup de développement personnel, de livres de psychologie. La psychologie sociale m'intéressait énormément, la psychologie du travail. Et en fait, je me suis pas intéressée tout de suite à la psychologie clinique. Parce que pour moi, dans ma tête, il fallait que mes 2 ans d'études servent à quelque chose. Tu vois, je voulais pas me dire que ça avait servi à rien. Donc pour moi, j'étais partie en psycho du travail. J'ai choisi toutes mes options, psycho du travail, psychosocial, psycho du travail. Et arrivé en master 1, à l'époque, la sélection se faisait après le master 1 pour rentrer en master 2. J'ai raté complètement mon examen d'entrée, voilà mon entretien. Puis j'étais enceinte de ma fille, ce qui n'a pas aidé parce que je pense que j'avais pas dormi depuis quelques mois. Et en fait, donc j'ai eu une année de battement où j'avais pas d'études, j'avais pas, voilà, je suis restée à la maison m'occuper de ma fille, ce qui a été très chouette. Et je me suis inscrite un peu comme ça par hasard au DIU, diplôme interuniversitaire de thérapie cognitive et comportementale. Ça m'intéressait bien comme ça dans l'idée, mais voilà, c'était surtout pour garder un pied dans l'apprentissage, ne pas trop me couper en fait de ce monde-là pour repostuler l'année d'après au master 2 qui m'intéressait. Et en fait, ça a été un électrochoc. J'ai trop adoré et je me suis dit non, mais en fait, ce que je veux faire, c'est ça. Moi, je veux accompagner des patients. Et donc, j'ai postulé pour le master 2 clinique et je l'ai eu. Et puis voilà, j'en suis là. Je suis psychologue. C'est trop bien. Tu parlais du fait que tu lisais beaucoup de livres, mais il me semble que tu en as écrit un que j'ai à ma droite, que je n'ai pas encore lu, mais il est sur la liste. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ce que tu fais autour des réseaux sociaux, autour de la dédramatisation de la santé mentale? Alors, ça a commencé vraiment, là, pour le coup, pendant le Covid. Ma fille s'est inscrite sur TikTok et je trouve ça important en tant que parent d'accompagner la consommation des réseaux de ses enfants. Donc je me suis inscrite aussi, pas pour fliquer, mais pour comprendre et pour avoir le langage, pour pouvoir l'accompagner vraiment, en parler avec elle et comprendre ce qu'elle regardait, ce qui l'intéressait. Et je me suis un peu prise au jeu, voilà, parce que je regardais des vidéos. Alors l'algorithme étant de plus en plus me proposait des choses en termes de santé mentale ou de santé. Et à l'époque, il n'y avait pas de psy ou très peu sur les réseaux sociaux. Et je suis tombée sur des vidéos qui parlaient de santé mentale, mais qui m'ont des fois un peu déplu, où l'information n'était pas tout à fait correcte, voire même des fois dangereuse. Alors pas que, parce qu'il y a aussi plein de jeunes qui parlent de leurs problématiques et qui permettent à d'autres finalement de se sentir intégrés, ou en tous les cas de ne pas se sentir seuls face à tout ça. Mais il y avait certaines informations où je me disais que finalement les professionnels de santé avaient tout à fait leur place et étaient légitimes sur ces réseaux pour apporter cette information fiable, vérifiée, sécure. Et je me suis lancée là-dedans, je crois en novembre, après le confinement, et pour vraiment aider les jeunes qui avaient été, je trouve, hyper impactés par les confinements, et leur apporter des tips, des aides, des conseils, des outils pour savoir comment prendre soin de leur santé mentale au quotidien. Ok. Et du coup, donc, comment ça se passe, cet apprentissage de ce nouveau métier? Parce que créer du contenu, c'est un métier, je pense. Est-ce que tu en avais déjà fait avant? Est-ce que tu as appris sur le tas? Comment ça s'est passé? Ah oui, j'ai vraiment appris sur le tas. Après, comme je disais tout à l'heure, je crée beaucoup d'outils, moi, pour mes patients. Je fais beaucoup de graphiques, voilà, de petites explications. Donc, j'avais déjà pas mal de contenu écrit sur des outils ou des techniques de psychologie ou de psychothérapie. Et ça m'a permis, en fait, de travailler d'une autre manière ce contenu. Donc,
toujours sur des vidéos assez courtes, assez ludiques, des fois avec humour, enfin je crois, j'essaie en tous les cas, pour intéresser. Et non, en fait, je me suis prise au jeu vraiment, hein. Au départ, j'avais pas du tout envie de montrer ma tête sur les réseaux. J'étais plutôt sur Instagram à faire des petites infographies, voilà, rester cachée derrière mon écran. Et puis après, je me suis dit non, bah voilà, à un moment, faut y aller, quoi. Il faut faire sa part et je suis sortie de ma zone de confort et en fait, j'ai beaucoup aimé ça. Et je trouve ça vraiment très stimulant et créatif en fait. De partir, par exemple sur TikTok, on part souvent de sons tendances qui marchent bien, des sons un peu rigolos. Et de partir d'un son comme ça et de me dire, tiens, comment je peux adapter ça à quelque chose qui parlerait de psycho et qui donnerait une information intéressante. Et, j'aime beaucoup ce travail en fait, tu vois, d'essayer de... C'est une gymnastique intellectuelle. Comment rendre l'information sympa, ludique, mais tout en restant quand même sérieux. Mmh. Et du coup, ta fille, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Qu'est-ce qu'elle en pense de tes vidéos? Elle aime bien. Elle aime bien. Après, elle regarde pas tout, mais et des fois, elle m'aide. Hein. Des fois, elle m'envoie un son tendance. Elle me dit, tiens, maman, ce truc-là, ça monte. Il faut que tu l'utilises. Donc, c'est assez rigolo. Et des fois, on fait des vidéos à deux, très peu quand même, mais des fois, elle m'a servi d'actrice pour certaines de mes vidéos. Donc, non, c'est très chouette. Et pour le coup, c'est ma première lectrice. Pour mes 2 livres, c'est elle qui a lu en premier avant que ce soit envoyé à l'éditeur. Donc c'était très chouette d'avoir son point de vue aussi là-dessus. Est-ce que tu peux un peu nous parler du coup des sujets de ces différents livres et pourquoi c'était important pour toi de les écrire? Le premier livre, c'est le guide de ta santé mentale. C'est vraiment un livre qui est à destination des jeunes adultes pour leur donner toutes les clés pour prendre soin de leur santé mentale au quotidien. Et C'est celui-là que j'ai du coup. Et donc l'idée, c'était vraiment ça, c'était de se dire, moi au début de l'âge adulte, il me manquait tellement d'éléments pour prendre soin de ma santé mentale. C'était quelque chose dont personne ne parlait. Personne ne nous a appris, enfin à ma génération, à prendre soin de notre santé mentale. Alors que prendre soin de notre santé physique, oui. Voilà, se brosser les dents, manger équilibré, faire du sport, ça oui. Mais qu'est-ce qu'une émotion? Comment ça fonctionne? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je ne savais pas, donc je me suis un peu débrouillée toute seule. Et puis après, voilà, en faisant psycho, j'ai eu des outils pour prendre soin de ma santé mentale. Et je me suis dit, au début de l'âge adulte, si on avait tout ça, mais qu'est-ce que ça nous ferait gagner du temps? Donc voilà, l'idée du livre, c'est ça, c'est de donner des clés pour avoir une base pour prendre soin de sa santé mentale. Et le deuxième, c'est plus léger, c'est une BD qui s'appelle L'envers du divan. Et c'est un peu ma vie de psychologue. Voilà, je fais rentrer le lecteur dans mon cabinet et on me voit moi en tant que psy. Voilà, comment je gère, par exemple, entre 2 séances, ma fiche patient, ce que j'écris dessus. Voilà, je montre un petit peu l'envers du décor du cabinet d'un psy et on voit des patients qu'on voit plusieurs fois dans la BD, qu'on accompagne un peu de manière entrecoupée, comme finalement une année dans la vie de sa psy, quoi. Donc on est un peu une petite souris qui rentre dans le cabinet d'un psychologue. Et tu as eu beaucoup de retours par rapport à cette BD? Elle est sortie il y a 1 mois, donc c'est tout récent. Mais le retour que j'ai eu, et il me fait extrêmement plaisir, c'est « Ah mais je vais l'offrir à quelqu'un qui a peur de consulter ». Et ça peut pas me faire plus plaisir. Et depuis le début sur les réseaux, c'est vraiment ce qui me porte le plus. Quand j'ai un DM, donc un message en privé sur ma messagerie, par exemple Instagram, et qu'un jeune me dit « Ah, mais grâce à votre compte, j'ai osé consulter, j'ai rendez-vous avec ma psy la semaine prochaine », ah, mais ça me fait super plaisir de me dire bah, j'ai aidé quelqu'un à franchir ce cap, parce que le psychologue, c'est souvent encore vu comme quelqu'un d'un peu austère, qui va faire parlez-moi de vos parents, et qui va laisser comme ça complètement sans guidage le patient. Et c'est pas ça. Aujourd'hui, les psys ils parlent. Aujourd'hui, les psys ils donnent des stratégies, ils expliquent. Et la psychothérapie, ça peut être marrant. Ouais, en psychothérapie, on rigole beaucoup avec mes patients. Et je trouve que l'humour, c'est thérapeutique, quoi. Donc, j'avais envie de transmettre ça comme message pour que les jeunes et les moins jeunes osent franchir la porte d'un cabinet. Oh, ok. Alors, tu parlais un peu avant du fait que l'ancienne vision de la santé mentale, c'était quelque chose qui était pour les fous. Il y avait vraiment un côté dramatique. Et quand on préparait cet épisode, tu m'as parlé du fait que la dédramatisation de la santé mentale, c'est quelque chose de très important pour toi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, je pense qu'avant, quand on n'avait pas de mots pour comprendre ou pour expliquer, voilà, c'était assez facile d'aller sur le mot folie. Quand on comprend pas, voilà, c'est un fou. Et encore aujourd'hui, beaucoup de mots, de termes de santé mentale, de pathologie psy, qui sont utilisés comme des insultes. Et ça, moi, je trouve ça dramatique. On parle beaucoup des hommes politiques, mais pas que. Voilà, dire c'est un schizophrène, mais t'es complètement bipolaire, ah, t'es border. Voilà, ce sont des insultes. Et moi, ça me choque parce que ça stigmatise beaucoup. Et d'apporter voilà, de l'information, d'expliquer, ça va permettre petit à petit de sortir de ça. Et je trouve que depuis la pandémie, il y a beaucoup plus de personnalités, de sportifs, de chanteurs qui osent parler de leurs troubles psy. Et ça, je trouve ça génial parce que ça permet en fait aux personnes qui en souffrent. Et n'oublions pas, hein, c'est presque une personne sur 4 qui souffre ou souffrira de troubles de santé mentale au cours de sa vie. Donc c'est pas anecdotique, quoi. Quand on regarde autour de nous, il y a forcément quelqu'un qui aura ou qui présente un trouble psy. Que la parole se libère et qu'on puisse en parler librement, sans être montré du doigt, sans être ouais, jugé. Je trouve ça vraiment super. Et puis ça peut permettre, là encore, d'enlever la honte de présenter un trouble psy et d'aller consulter. Ok. Ouais, donc très important ce que tu viens de dire sur le fait que c'est aussi un enjeu pour le futur, de faire attention à sa santé mentale et de pas avoir peur de ça. Parce que c'est important et que ça fait partie de nous, en fait. Et je trouve que ce qui est vraiment très positif par rapport à mon début de carrière et maintenant, c'est que en début de carrière, les gens qui venaient me consulter, c'était que des gens qui présentaient une pathologie, donc qui rentraient dans tous les critères diagnostiques d'une problématique. En tous les cas, à 80%, je dirais. Aujourd'hui, dans nos cabinets, on voit de plus en plus de personnes qui viennent parce qu'ils ont envie d'aller mieux, ils ont envie de comprendre, d'avoir des stratégies, peut-être qu'ils souffrent d'anxiété. Ils ne présentent pas un trouble anxieux. Ils sont pas dans tous les critères diagnostiques. Et ça, je trouve ça génial parce que ça montre qu'on est plus dans la prévention. Exactement pareil que pour la santé physique. On fait du sport, voilà, quand on a mal quelque part, je sais pas, on va se faire masser, on va chez le kiné, mais on n'attend pas en fait d'être mal pour prendre soin de soi. Et je trouve que le message vraiment à faire passer, c'est ça. N'attendez pas que votre santé mentale aille mal pour en prendre soin. C'est au quotidien. Il y a des choses qu'on peut faire tous les jours pour entretenir sa santé mentale et prendre soin de soi. Très beau message. Et du coup, toi, comment est-ce que tu vois la santé mentale dans 10 ou 15 ans? À quoi ça ressemblera de prendre soin de sa santé mentale pour toi? Alors, je pense qu'on a de beaux exemples aux États-Unis ou au Canada. Ils ont, je pense, une dizaine d'années d'avance sur nous par rapport à ça. Et là-bas, en fait, si à 30 ans, tu n'as pas fait ta psychothérapie, c'est vraiment que tu as un problème. C'est devenu quelque chose d'assez naturel que d'aller consulter pour faire le point. Pas forcément pour rentrer dans une thérapie qui va être très longue, mais faire le point sur nos schémas, sur notre personnalité, sur nos difficultés, et de vraiment être dans la prévention de la santé mentale. Donc je pense qu'en France, on se dirige petit à petit vers ça. Donc ce serait par exemple chaque année d'aller voir son psy pour faire un bilan de son état mental, c'est ça? Ouais, par exemple, ce serait ça. Et ce serait finalement, pourquoi pas faire une petite psychothérapie qui peut être très courte, qui peut durer quelques séances ou quelques mois, pour éviter d'en faire une plus tard qui va durer des années. Je vois. Ouais, ça me semble être pertinent et ça me donne presque envie du coup d'aller voir enfin ça me donne carrément envie même, d'aller voir du coup un ou une psychologue pour faire ce bilan parce que je pense que c'est intéressant, ça permet aussi d'en apprendre plus sur soi. Oui, complètement. Et ça, je pense que vraiment, c'est le message à faire passer, quoi. Toute souffrance est légitime. Il n'y a pas besoin d'aller mal pour avoir envie d'aller mieux. Voilà, si on ressent l'envie ou le besoin d'aller voir un psy, on peut y aller et ça n'a pas besoin de durer très longtemps. Parfait. Alors on va arriver du coup à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de cet épisode, de ce dont on a parlé C'est forcément un sujet, moi, qui me passionne. J'adore parler de santé mentale et si cet épisode peut aider des gens à oser consulter, je serais ravie. Alors peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver, vu que tu es très actif sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver sur TikTok, c'est delphine.pi. On peut me retrouver sur Instagram, pareil, delphine.pi. Sur YouTube, pareil, le même pseudo. Et après, sur l'application de Synergie.
Ouais, ok, je mettrai du coup ces informations en description pour les retrouver plus facilement. Donc c'est un exercice que tu as l'habitude un peu de faire parce que toi-même tu fais du podcast? Oui, alors c'est pas moi qui anime, mais oui, oui, j'aime beaucoup moi le contenu podcast parce que c'est vrai que c'est rentré vraiment dans le quotidien de plein de gens, dans les transports en commun ou pendant qu'on se prépare le matin. Et j'aime beaucoup parce que c'est une façon finalement de s'informer, d'en apprendre plus sur un sujet qui nous plaît, de manière vraiment très fluide et agréable. Ok, bah, parfait. Et bah du coup c'est tout bon pour toi. Merci beaucoup d'être venu. Eh ben, merci Arnaud pour cette invitation, c'est vraiment très sympathique. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur le podcast et en nous proposant des idées d'invités en commentaire.